vraiment d'être là. En fait, aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais vous allez participer à une étape vraiment importante du projet Porte-Voix, une étape de conclusion de plus de 6 ans de travail. Puis, au départ, on a fait une exposition à la Maison de la Culture de janvier à mars, et cet événement devait se tenir là. Pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait, puis on est très heureux, en fait, d'avoir été invités à l'intérieur de votre colloque École d'été, parce qu'on pense qu'on va pouvoir bénéficier des savoirs de chaque individu présent dans la pièce. Donc, merci vraiment à toutes et à tous d'être là. Porte-Voix, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'initiative, c'est un projet de co-création qui utilise l'art et la réflexion critique comme outil de mobilisation citoyenne. Notre projet, en fait, vise à offrir des espaces de prise de parole libres et ouverts aux jeunes placés en protection de la jeunesse, mais aussi aux jeunes placés sous la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Notre objectif avec ce projet-là, depuis son tout début en 2012, en fait, c'est que les jeunes soient partie prenante des décisions qui les concernent, qu'ils et qu'elles puissent s'inscrire en partenariat avec leurs éducateurs, éducatrices, les décideurs publics et la société, afin d'influencer les politiques et les programmes qui leur sont destinés. On parle en ce moment beaucoup dans l'espace public de la Commission sur les droits des enfants et sur la protection de la jeunesse qui va avoir lieu à l'automne prochain, pardon. Et puis, l'importance, moi je ne le dirai jamais assez, l'importance que les jeunes soient reconnus comme des acteurs à part entière, acteurs, actrices à part entière des conversations qui se tiendront. Pour moi, aujourd'hui, on marque une étape en ce sens avec l'initiative de cet après-midi. Pour vous expliquer un peu comment ça va se passer aujourd'hui, on va débuter avec un panel d'environ 1 heure. Là, vous le remarquez, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont prendre la parole. On a voulu valoriser, en fait, des savoirs différents pour mettre la table sur des problématiques qui sont liées à 6 enjeux prioritaires. Ces 6 enjeux prioritaires-là ont été ciblés par les jeunes et en regard, en fait, de l'ensemble des œuvres et des projets qui ont été réalisés avec le projet Porte-Voix au fil des ans. Donc, on a rassemblé 6 porte-paroles jeunesse ainsi que 6 professionnels qui travaillent sur les questions afin de mettre la table sur la problématique. Puis par la suite, cet après-midi, on va faire 6 tables de travail, ce à quoi vous vous êtes inscrits pour la plupart sur les feuilles qui étaient disponibles à l'accueil, pour qu'ensemble, en fait, sur une base co-créative, collaborative, intersectionnelle, interdisciplinaire, vous réfléchissiez à une liste d'épiceries, de recommandations, de pistes de solutions. On s'entend qu'on ne va pas changer le monde après-midi, mais on aimerait ça repartir d'ici avec un super beau point de départ. Ce travail-là, il y a vraiment un objectif. Quand on a conclu le projet Porte-Voix avec l'exposition en mars, on a travaillé sur un rapport préliminaire qui a été remis au ministre Carman, qui est le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, comprenant en fait l'ensemble des problématiques et des enjeux qui avaient été ciblés par les jeunes, et on s'est engagé à revenir vers lui avec des recommandations co-construites de la même façon un peu que le projet Porte-Voix s'est développé à travers les années. Donc, c'est ce à quoi on va vous inviter à participer aujourd'hui. Une petite note qu'on a eue dans les activités de préparation, on s'est dit peut-être que c'était important de le rappeler. Ici, on s'exprime tous avec des langages différents, on a tous des savoirs différents. L'idée, c'est d'essayer de travailler ensemble aujourd'hui en se donnant un langage commun, un langage accessible, faire attention dans notre manière de travailler pour que toutes les parties prenantes autour des tables, en fait, puissent vraiment participer pleinement à la conversation. Je vais vous présenter la première intervenante. Elle s'appelle Jessica Côté-Guimont. Elle est maman de 2 enfants, étudiante en psychoéducation et très impliquée, en fait, dans l'amélioration des conditions de vie des jeunes placés. Elle est membre du comité des jeunes de l'EDGEP. Elle est aussi représentante de l'organisme Care Jeunesse. Bien que son expérience de jeune placé, son parcours académique ainsi que l'ensemble de ses engagements communautaires ait nourri ses réflexions sur l'ensemble des thèmes qui vont être abordés aujourd'hui, elle a choisi de venir nous présenter le thème de la prévention des signalements, des placements et de la judiciarisation des jeunes. Donc, je vais la laisser prendre la parole, puis par la suite, on va revenir présenter le professionnel qui va suivre. Merci. Actuellement, au Québec, le nombre de signalements augmente chaque année. Les listes d'attente
pour une évaluation s'allonge et la première ligne est dans l'incapacité de répondre à la demande. Je pense que tout le monde le sait, on en parle depuis vraiment plusieurs temps. Que ce soit dans les milieux éducatifs, communautaires ou institutionnels, les nombreuses coupures effectuées par les derniers gouvernements affectent directement les services offerts aux gens les plus vulnérables de notre population. Il s'agit d'une responsabilité sociale. Nous devons agir afin de réduire les inégalités. Les personnes seules, les familles monoparentales, les gens qui souffrent de problèmes de toxicomanie, de santé mentale ou physique, et j'en passe. Ce sont tous des humains. Ils méritent de grandir et de vivre en toute dignité. Leurs besoins sont souvent plus nombreux et nous devons nous assurer d'être en mesure de les soutenir. Il est nécessaire d'agir en prévention. À l'heure actuelle, nous sommes envahis par les demandes et nous n'arrivons pas à répondre aux besoins de nos jeunes ainsi que de nos familles. Les crises sont fréquentes et les dérapages trop nombreux, pour ne pas citer l'exemple qu'il y a eu à Granby. Il est grand temps d'agir. En 2017-2018, 48,6 % des jeunes pris en charge par la DPJ l'ont été parce qu'ils étaient victimes de négligence ou risquaient sérieusement de l'être. Or, de nombreux liens peuvent être faits entre les enjeux de pauvreté et de négligence. En effet, certaines familles ont des manques importants au niveau des conditions matérielles de base, alors que d'autres manquent aussi de certaines connaissances afin de mieux entretenir et éduquer leurs enfants. Dans le but de prévenir les signalements et les placements de nos jeunes et la judiciarisation, il est important de se questionner sur les éléments de risque. Ainsi, une vulnérabilité démographique importante à considérer serait l'indice socio-économique. En effet, de nombreuses familles seraient prestataires d'aide de dernier recours ou gagneraient moins de 29 000 $ par année. Il y a aussi un grand écart entre le soutien qu'on offre aux familles d'accueil et les familles et l'aide financière qu'on donne aux familles biologiques. Il y a un écart qui est complètement dérisoire. Il faudrait vraiment revoir ce système. Si nous voulons aider nos familles, nous devons les soutenir et collaborer avec eux plutôt que d'ordonner des services. L'écosystème est très important. Lorsque les familles ont besoin d'aide, ils doivent pouvoir obtenir de l'aide de proximité dans leur communauté, ou du moins proche. Présentement, la DPJ est trop souvent le seul recours auquel les jeunes et les familles ont accès. Il est nécessaire d'avoir des programmes de soutien pour les parents et créer des environnements favorables aux interventions. Nous devons soutenir financièrement, mais surtout relationnellement, nos jeunes et leurs familles. Pour ce faire, nous avons besoin d'un ensemble de ressources accessibles de proximité et offrir une multitude d'approches. Nous devons agir en prévention pour éviter les signalements en protection de la jeunesse, de même que la judiciarisation des jeunes, qui implique d'assurer des politiques sociales qui permettent aux familles les plus vulnérables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, en reconnaissant les disparités socio-économiques et aussi ethnoculturelles comme une cause systémique de placement et de judiciarisation des jeunes, et en proposant des solutions concrètes telles que le revenu minimum garanti pour les familles. Merci beaucoup, Jessica. On a quelqu'un ici qui peut nous développer quelques éléments également sur le sujet de la prévention. René-André Brisebois. Bonjour René-André. Tu es criminologue, tu es chercheur à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, mais tu as aussi été intervenant dans le milieu communautaire, entre autres. Alors, j'aimerais ça que tu nous développes un peu sur ce que t'inspire la prévention, toi, de ton côté. Bonjour. OK. Je vais prendre ça à la place. En fait, mais premièrement, je dois dire merci à Jessica. Je trouve tes propos étaient très pertinents et viennent rejoindre aussi les constats aussi soit de ma pratique ou des travaux de recherche dans lesquels j'étais impliqué. Comme j'en le disais, j'ai travaillé comme intervenant communautaire. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la question des jeunes qui étaient associés à des activités de gang, donc qui ont été judiciarisés aussi. J'ai travaillé beaucoup avec les parents également, donc les parents de ces jeunes-là qui ont été judiciarisés. Et quand on parle des conditions socio-économiques de ces parents-là, c'est incontournable comme question. Quand on veut penser à la prévention,
les familles avec lesquelles j'ai travaillé, probablement les conditions de vie souvent dans lesquelles ils vivaient, c'était très, très, très difficile, donc beaucoup de pauvreté. Et bien entendu, je n'ai pas besoin de vous convaincre des impacts de la pauvreté comme déterminant social sur toutes sortes de problématiques, dont la délinquance qui peut survenir ou des difficultés de comportement. Donc ça, c'est un enjeu majeur. L'autre enjeu majeur aussi, puis tu l'as soulevé à la fin, c'est tous les aspects, je dirais, ethnoculturels, ou du moins le traitement qui est fait envers les groupes racisés. Malheureusement, la faible compréhension, ou du moins le soutien qui est offert aux familles immigrantes, il y en a, mais il n'y en a pas nécessairement assez. Et malheureusement, pour plusieurs de ces familles-là, pour qui n'ont pas reçu le soutien nécessaire, bien, éventuellement, leurs jeunes peuvent se retrouver judiciarisés. Je me rappellerai toujours de parents qui me disaient « Mon jeune, ça allait bien quand il était jeune, quand il était tout petit. Il était enfant, tout se passait bien. Il écoutait. Quand je disais des choses, il écoutait, puis ça allait bien. Jusqu'à temps qu'il arrive au secondaire. Au secondaire, ça a commencé à mal aller. Mais je ne savais pas vers qui me tourner. Je ne savais pas où je pouvais aller chercher de l'aide. Je savais qu'à l'école, il y avait des problèmes. Je savais qu'à l'école, il y avait aussi des intervenants qui étaient là. Mais je ne suis jamais allé les voir. Moi, de répondre, OK, mais qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas allé consulter les professionnels à l'école? Bien, j'avais peur qu'ils signalent à la DPJ et qu'on m'enlève mes enfants. Fait que cette crainte-là, qui est continuelle... Oui, attends. OK, c'est beau. Donc, oui, c'est ça. Cette crainte-là, malheureusement, pend toujours au-dessus de ces parents-là, pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est soit de la mauvaise connaissance, des craintes, pour toutes sortes de raisons. Malheureusement, cette crainte-là envers les services, envers le système, fait qu'on hésite aussi à aller chercher de l'aide. Et quand on hésite à aller chercher de l'aide, puis que les problèmes surgissent, à ce moment-là, c'est comment on répond comme système, comment on répond comme société. C'est souvent, bien, justement, la prise en charge, que ce soit à travers des signalements pour troubles de comportement, que ce soit à travers la judiciarisation, parce qu'il y a eu des actions commises qui ont été judiciarisées, arrêtées pour ça. Donc, pour moi, quand on veut travailler en prévention, c'est hyper important de s'adresser à ces conditions-là de base au niveau des parents. Et quand on pense aux parents, justement, issus de l'immigration, c'est comment on peut soutenir toutes ces familles-là, quand on les accueille, quand on les reçoit, de leur offrir les conditions nécessaires aussi pour qu'ils puissent non seulement bien s'intégrer, mais aussi pouvoir offrir le soutien nécessaire à leurs enfants. Donc, pour moi, la prévention, c'est incontournable et c'est un enjeu majeur auquel souvent on passe sous silence parce qu'on est très axé sur l'action, sur l'intervention, ce qui est tout à fait pertinent, mais il faut penser aux conditions en amont aussi si on veut avoir un impact considérable. Merci. Notre deuxième intervenante, j'ai changé l'ordre un petit peu. Donc, le deuxième point, ça va être la question de l'information et de l'accessibilité aux soins de santé adéquats en santé mentale et santé physique. Donc, je vais juste vous présenter la première intervenante, donc Émilie Roy, qui est également membre du comité de l'EDGEP et aussi militante au sein du mouvement Jeunes et santé mentale depuis ses tout débuts. Son expérience de placement, les problématiques de santé mentale et physique dont elle a souffert et malheureusement souffre encore aujourd'hui l'ont amenée à porter un regard critique sur la pose de diagnostic, l'utilisation des contentions chimiques et physiques, de même que sur la médicalisation des problèmes sociaux des jeunes. Je l'invite à vous présenter le thème de l'accès à l'information à des soins de santé mentale et physique adaptés. Donc, bonjour. En fait, je n'ai pas besoin de me présenter, c'est très bien fait. En fait, effectivement, plusieurs jeunes qui sont hébergés souffrent de problématiques autant physiques que mentales au niveau de la santé, ça même parfois avant la prise en charge. Et certains sont médicamentés sans même savoir qu'est-ce qu'ils prennent. Donc, ils savent qu'ils prennent des pilules, c'est tout ce qu'ils savent. Et les médicaments aussi, au niveau des impacts que ceux-ci ont sur leur santé, autant à court terme, moyen terme et long terme. Les risques, l'utilisation aussi des médicaments avec les drogues, parce qu'on ne se cachera pas qu'un adolescent, oui, ça va faire des tests, ça peut consommer, je veux dire, il faut quand même qu'il connaisse ce principe-là, puis surtout, c'est sans accompagnement, donc on ne prend même pas la peine de lui expliquer. Certains autres ont reçu des diagnostics inadéquats parce que la condition de jeune placé influence l'évaluation de leur état, donc sous réserve dans le sens où est-ce que je ne peux pas nommer les chiffres exacts, mais la plupart des jeunes qui rentrent en centre jeunesse ont un diagnostic dans les 6 mois suivant leur admission et sont médicamentés par la suite.
Également, justement, en parlant de médication, on l'utilise surtout au niveau de contention chimique, qui est un principe d'utiliser un médicament pour calmer un enfant dans un contexte social. Il y a les contentions physiques qui sont utilisées au niveau des centres jeunesse et les isolements qui sont utilisés de manière désordonnée et trop subjective, parce que la perception, en fait, de l'intervenant qui est sur place va avoir un grand impact à savoir si le jeune va être ou non pris en contention et amené en centre jeunesse, en isolement. En fait, si l'intervenant a au niveau personnel ou professionnel des craintes ou vécu des choses versus en lien avec une agressivité ou quoi que ce soit, peut avoir une réaction plus violente. Donc, le jeune peut se ramasser en isolement, tandis que face à un autre intervenant, le jeune n'aurait même pas eu l'agent d'intervention. L'intervenant aurait pu intervenir lui-même. Ça fait beaucoup d'intervenants dans la même phrase. Donc, avec le placement, également, il y a la perte de pouvoir face aux démarches de la santé. On dit, ben, tu vas aller voir le médecin. OK, bon, je vais voir le médecin t'examine, c'est l'éducateur qui a quasiment le résultat. Tu as le droit d'accès à tes résultats, mais voyons, j'ai un blanc, excusez. Les informations sont difficilement accessibles. Donc, il faut que tu fasses une demande à ton intervenant, qui fait une demande au chef d'unité, qui fait une demande à l'infirmière, qui fait une demande au médecin. Alors, on s'entend que rendu au bout, finalement, tu vas avoir déjà une nouvelle évaluation en cours, donc celle que tu as demandée, tu n'es même plus à jour. Et aussi, il y a le mur qui existe au niveau des intervenants, des professeurs, des médecins, des psychiatres. Donc, chacun fait en silo. On parle beaucoup de ça au niveau du cloisonnement du silo, au niveau de la santé mentale, autant que mentale et physique. Les silos, c'est vraiment ce qui va brimer le jeune, dans le sens où à l'école, l'intervenant, son professeur va savoir les informations de l'école, parce que la DPJ ne va pas le partager nécessairement si c'est une école externe, je précise. Le psychiatre il va savoir des informations, que l'infirmière va savoir des informations. Donc, il y a un certain cloisonnement. Il y a quand même une possibilité d'échange d'informations, mais dont le jeune ne peut pas avoir le contrôle, puisque c'est soit on échange les informations, on ne les échange pas. Ensuite, excusez-moi. Donc, bien qu'il soit rare que les parents perdent leur droit de tutelle au niveau de l'enfant, donc l'enfant appartient à l'État, si je pourrais utiliser cette vieille expression, il y a le choix médicaux doit être fait dans l'intérêt de l'enfant, mais tout revient à une question de perception entre ce que le spécialiste et le jeune vont considérer où se situe justement cet intérêt. Merci beaucoup, Émilie. Je vais me permettre une petite question pour Sue-Anne McDonald de l'École de travail social de l'Université de Montréal. Bonjour, Sue-Anne, merci d'être là. Je crois que dans votre carrière, vous vous intéressez particulièrement à l'accès aux services aux jeunes marginalisés. Est-ce qu'il y a des idées clés que vous voudriez partager avec nous? Je vais faire de mon mieux. Parce qu'en fait, je trouve que la présentation d'Émilie, c'était très complet dans l'ensemble, puis très éloquente aussi. Alors, je te remercie beaucoup. Je suis un peu intimidée par la salle aussi, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose d'un peu plus informel. Donc, et puis nous, en tant que spécialistes, c'est pas un terme que j'apprécie trop, parce que je pense que c'est vraiment les jeunes qui sont les spécialistes de leur expérience. Puis moi, j'ai pas eu ce vécu-là. Alors, je vais essayer de relever le défi avec vous, puis en rebondissant sur les propos d'Émilie. De ma part, en fait, avant de devenir chercheur, j'étais travailleuse sociale pendant longtemps à Ottawa, avant à Toronto, mais à Ottawa sur une équipe spécialisée en santé mentale, psychiatrie, auprès des jeunes en situation d'itinérance pendant à peu près 10 ans, pendant que j'ai entamé un doctorat qui s'est abouti. Puis, alors, j'ai vraiment eu le grand privilège, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu ce grand privilège de côtoyer vraiment des jeunes incroyables qui étaient aussi étiquetés avec cette étiquette de problème de santé mentale, qui étaient souvent triplement discriminés. Donc, ils avaient cette étiquette santé mentale, ils étaient en situation d'itinérance et ils étaient jeunes. Alors, moi, j'étais vraiment confrontée par les nombreux enjeux, les nombreuses vraiment obstacles dont ils faisaient face. Puis j'abonde tout à fait dans le même sens d'Émilie, que souvent les jeunes ne sont pas écoutés, souvent des questions de consentement. Quand on parle de consentement libre et éclairé, les effets secondaires des médicaments, c'est souvent pas expliqué, on prend pas le temps de bien expliquer, mais j'arrive, en fait, dans mon expérience, j'accompagnais des jeunes qui ont été déjà sortis des centres jeunesse, souvent, je veux dire la plupart, probablement 3/4 des jeunes
que j'ai accompagnés. Donc, je sais moins comment ça se passe à l'intérieur, mais plus à la sortie, c'est quoi les défis, les enjeux qui s'imposent pour ces jeunes-là. Le fait de ces formes de discrimination aussi, c'est qu'on les croit moins, on les entend moins, on les reconnaît moins dans leurs besoins. On est très axé sur aussi des notions de risque et moins sur les besoins de jeunes, de vraiment être à l'écoute, de vraiment faire de l'accompagnement. Puis, je veux dire, depuis mon arrivée au Québec aussi, ça fait 8 ans depuis que je suis ici, puis toutes mes recherches gravitent autour de l'itinérance. C'est pas si différent de ce qui se passe en Ontario, c'est très semblable. Je veux dire, la fragmentation des services, travail en silo, en fait, la médicalisation aussi des problèmes sociaux, donc du social, du vécu, de la détresse, de la souffrance. J'ai souvent entendu, il n'y a pas une place pour exprimer notre colère, notre souffrance, notre détresse. Et du coup, parce qu'on ne l'entend pas, on ne le reçoit pas, on ne l'accueille pas, on a une tendance à vraiment aller vers le diagnostic qui, on sait très bien, répond peut-être à des symptômes, puis pas à l'ensemble, donc la globalité de l'expérience du jeune. Donc, puis je pense ici au Québec, on est un peu pris avec ça, on est dans vraiment la surspécialisation, en fait, des services qui n'existent réellement pas. Puis, on passe vraiment à côté de les expériences des jeunes dans leur ensemble. Alors, je pense que c'est ça. Je vais revenir plus tard. Merci. Donc, merci beaucoup à vous deux. C'était très clair et éloquent comment, en fait, vos deux discours se recoupent. Je pense que la reconnaissance puis la déstigmatisation, c'est quand même un des fondements, là. Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu à ce niveau-là, comment ça l'influence, comment nos préjugés influencent la lecture qu'on va avoir d'une personne, en fait. Puis moi, dans le discours d'Émilie, je le connaissais déjà, son discours, là, je n'étais pas très surprise, mais la question, moi, personnellement, qui m'avait beaucoup marquée, c'est celle de la dépossession. On perd le pouvoir sur notre santé. On l'a parlé en santé mentale, mais peut-être pas, on l'a peut-être pas souligné à ce moment-là au niveau de la santé physique, mais c'est la même chose. Il y a beaucoup de jeunes qui parlent de comment il y a une perte au niveau de leur santé physique si jamais ils ont un diagnostic qui touche juste au physique. Le fait que ça passe entre les mains de plusieurs spécialistes, puis que finalement, nous, on ne sait pas trop ce qui se passe avec notre santé. Puis c'est quoi les impacts à long terme de ça? D'une mauvaise lecture de diagnostic. Personne dans la société est à l'abri de ça, mais le stigma est tellement fort dans le cadre de placement qu'on voit beaucoup de jeunes, dont certains sont ici aujourd'hui, qui vivent encore les conséquences physiques et le coût économique de ces conséquences physiques sur leur vie en société. Donc, je vous remercie à toutes les deux. Pour notre troisième point, je vais vous présenter Geneviève Caron. Allô, Geneviève? Qui est une jeune femme impliquée et dans le cadre de sa participation au projet Porte-Voix, donc l'installation que vous voyez là à l'entrée, à l'intérieur, il y a plusieurs livres d'artistes. Donc, chaque jeune a réalisé un livre d'artiste sur son vécu. Puis, à travers son projet, elle abordait les causes de son placement, les différents milieux de vie qu'elle a connus, les problèmes de santé mentale et de santé physique qui ont découlé de ce parcours de vie, de même que les conséquences directes des trous de service qui ont, au passage à la vie adulte, qui ont malheureusement mené, en fait, dans son cas, à un épisode d'itinérance. Aujourd'hui, en appartement, aux études à temps plein, elle a choisi de venir vous présenter le thème de la stabilité, de la continuité, de la cohérence des services. Ça sera suivi, en fait, d'une allocution de Jean, puisqu'on a eu, notre spécialiste n'est pas encore arrivé, donc on va s'adapter dans les circonstances. Geneviève, je te laisse la parole. Merci, Émilie. Je suis un peu intimidée en ce moment, là, vraiment trop. Mais je vais y aller dans mes mots, comme Émilie m'a déjà dit, que j'y vais à ma façon. Bien, je me nomme Geneviève, comme vous le saviez. Je vais vous lire un petit peu, puis après, je vais aller dans mes mots. Il y a une incohérence flagrante entre le fait de retirer le jeune de sa famille jusqu'à majorité en se basant sur son besoin de stabilité et la réalité actuelle des centres jeunesse, des foyers de groupe et des familles d'accueil. Moi, j'ai vécu de l'instabilité parce qu'à cause que on se fait retirer souvent les familles d'accueil, puis après,
on n'a pas de, comment je pourrais dire ça? On n'a pas de suivi après, puis moi, c'était long avant que j'aie un suivi parce que moi, je suis pris du cœur, puis il n'y avait pas de cohérence envers les services. Puis, attends, où que je suis rendue? En effet, dans son parcours d'hébergement, le jeune ou la jeune va souvent changer d'intervenant à plusieurs reprises. Congé de maternité, congé maladie, mutation d'un service à un autre. Ou encore, voit son milieu de vie changer, cadre d'hébergement, type de ressources. Cela joue sur son besoin d'appartenance, sur le lien de confiance et la stabilité rationnelle qu'il y arrive à établir, tout en provoquant une incompréhension et un sentiment d'injustice chez le jeune. En cours de placement, la gestion comportementale se retrouve parfois priorisée au déterminant. En tout cas, là, vous avez compris. D'autres besoins du jeune. Par exemple, certains qui ont rapporté avoir été empêchés d'aller en classe en raison de leur mauvaise attitude, alors que l'éducation devrait être plutôt considérée comme un droit. Moi, ça m'est arrivé. Honnêtement, moi, j'ai terminé mon secondaire 4 et 5 cette année, puis je suis vraiment fière parce que j'ai... OK, mais là, OK. Mais c'est ça, mais comme vous savez, j'ai fini mon secondaire 4 et 5, puis sérieusement, j'ai été acceptée au cégep cette année encore. Fait que je continue mes études. Un autre coup, hein? Puis je vais y aller dans mes mots, puis je vais vous dire qu'est-ce qui est de bonnes nouvelles. Puis regardez, je suis sortie d'itinérance, comme Émilie l'a dit. Puis sérieusement, j'ai mon appartement, puis j'ai connu mon copain dans les ressources d'itinérance. Puis honnêtement, je l'aime tellement, j'aimerais ça qu'il soit là, mais je veux qu'il sache. Puis il m'a appris d'être la personne que je suis. Puis j'ai mon chat chez nous. Oui, il est important, mon chat aussi. Fait que je veux juste vous dire que tout que j'ai ici en ce moment, je regrette pas d'être ici aujourd'hui parce que je fais parler ma voix. Puis merci beaucoup. Merci. Il ne faut vraiment pas que tu te sentes intimidé. Hein? Ah ben là, la prochaine genre, fois, tu es parce très que c'est bonne. vraiment intimidant avec toute la salle, sérieux. Ben oui, mais tu es vraiment bonne. Toi, tu étais peut-être habitué, mais moi, non. Non. D'ailleurs, ce qui m'intimide, c'est quand Émilie dit que je vais faire une allocution. C'est simplement que c'est simplement que je vais profiter des quelques minutes de plus qu'on a pour dire que, comme réseau, moi, je travaille au programme jeunesse du CIUS du Centre-Sud. Puis, un des éléments de réflexion central puis des choses qu'on veut changer, c'est que nos activités sont structurées en fonction de la brisure, en termes de groupe d'âge, 0,6, 6,12, etc. En fonction garçons, filles, etc. À 18 ans, il y a une rupture de service. C'est une préoccupation centrale pour le programme jeunesse, pour l'ensemble des intervenants jeunesse. En bout de ligne, là, il y a des accidents de la vie qui font en sorte qu'il y a de l'instabilité dans la vie d'un jeune, comme réseau, comme communauté également, parce que je ne veux pas diluer la responsabilité, mais quand on parle des réseaux scolaires, communautaires et tout, tout le séquençage qu'on fait de l'intervention, ce n'est pas aidant, il faut y réfléchir. J'espère que vous nous donnerez des pistes d'action. On a des choses en marche, mais toutes vos réflexions vont certainement nous soutenir dans les démarches qu'on fait avec notre directrice Leslie Hill, qui est extrêmement engagée pour faire avancer les choses de ce côté-là. Ce n'est pas une allocution, mais c'est... Voilà. Merci. Ce qu'on retient, en fait, sur ce point-là, c'est que souvent, il y a des enjeux déterminants qui ont été ciblés par les jeunes, mais qui étaient aussi ciblés à l'interne par la direction du programme jeunesse du CIUS, du Centre-Sud de l'île de Montréal. Nous, on a travaillé, on a été supportés par la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. Et même chose, même son de cloche de leur côté.
Puis on s'est rendu compte à un moment donné, quand on préparait le forum, puis quand on s'est assis, ça se dit-tu en français, ça? Quand on s'est assis, ouais, ensemble, comme équipe, tu sais, diversifiée, que la question de la stabilité, en fait, elle était récurrente. Puis moi, j'étais très heureuse de voir que même le SUS l'avait intégré à leur nouvelle planification stratégique, parce que quand on a écrit avec les membres de Porte-Voix qui sont également membres du comité des jeunes de l'EDGEP, quand on a écrit notre lettre ouverte à l'automne dernier, au moment des élections et tout ça, il y avait une phrase que je trouvais quand même assez punch qu'on avait mis dans notre lettre, mais c'est quand l'État retire des enfants au nom de la stabilité, mais que le système ne peut leur en permettre davantage, un examen de conscience s'impose. Moi, je pense que tout est dit. Mais en tout cas... Donc, notre quatrième porte-parole, vas-y, applaudis, Niki, ça me fait plaisir. Notre quatrième porte-parole, Camille S., est membre du comité des jeunes de l'EDGEP également, de son petit nom Niki. Suite à son expérience de placement, elle s'est impliquée au sein de différents organismes, dont Aztec et Projet 10. Comme jeune femme trans ayant grandi en cadre de placement, elle est... T'as pas le droit de faire du transbashing, esti. Non, je déconne. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas Niki. Donc, elle est particulièrement sensible aux enjeux vécus par les communautés LGBTQ+. Son parcours en fait une porte-parole de choix pour venir nous présenter le thème du développement de l'individualité et des diversités dans le cadre de placement. Je laisse la parole à Niki. Fait que... Je sais même pas par où commencer. Pose la question. Qu'est-ce qui aurait été aidant? Qu'est-ce qui aurait été aidant dans ton placement pour que ton individualité, ce qui fait de toi une personne unique, puisse se développer pleinement, qu'il n'y ait pas de blocage? Ça aurait été plutôt de pouvoir sortir à l'extérieur, de pouvoir faire des expériences en communauté, de pouvoir être valorisé dans mes choix que j'ai faits étant plus jeune. Que ce soit dans la culture, dans la religion ou dans la sexualité, dans le genre, tout ça, c'est toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui était important que dans les centres jeunesse, surtout nommés carcérales par les jeunes plus précisément, les centres jeunesse fermés, ne nous accordent jamais. C'est... le jugement personnel des intervenants ne devrait pas influencer l'éducation et le soutien du jeune à n'importe quelle instance de sa vie. C'est comme arriver et dire on va prendre une fleur puis on va la mettre dans un bocal. Ça se fait pas, là. C'est extraordinaire. La dernière chose, j'avais pas envie d'en parler réellement parce que je me sens pas inclus là-dedans. Je me sens pas être une personne qui a les connaissances et les capacités d'en parler, le savoir d'en parler. Mais on m'a écrit un beau petit texte, fait que je vais le lire en entier juste comme ça. Parce que je suis porte-parole du point, que je représente tous les jeux. Ça le dit dans le texte, arrête! Dans le projet Porte-Voix des jeunes... désolé, j'ai mal lu. Dans le projet Porte-Voix des jeunes, on nommé un autre point important ce n'est pas ma place d'en parler, mais comme porte-parole, je vous le partage. Ouais, non, c'est ça. Des petites fautes dans mon texte. Il y a une surreprésentation des jeunes autochtones et issus de diversité, j'allais dire sexuelle, de diversité culturelle en centre jeunesse. Cela nous demande de réfléchir aux raisons qui font qu'il y en a autant de placés, désolé, j'ai manqué un bout, et de revoir les modèles d'intervention pour qu'ils soient adaptés à leurs besoins.
J'aimerais juste prendre la parole avant Jean. Je voudrais juste tenir à féliciter Nikki. Sérieux, bravo, Nikki. Oui. Merci, Nikki. Bonjour, Diane. Merci d'être là. Vous n'avez pas de micro, mais pendant que vous en venez, je vais vous laisser vous présenter. Ah, on en a trouvé un, mais on ne vous verra pas, par exemple. Oui, on a tout le temps à côté de nous. Comme vous voulez. Vous pouvez prendre lui, sinon l'autre. Bien, pendant que Diane s'en vient, Diane travaille, je vais la laisser se présenter elle-même, mais elle travaille dans la rue, elle connaît très bien les jeunes vulnérables. Puis les pistes de réflexion qu'elle peut nous livrer sont extrêmement importantes pour nous. Je vais déjà corriger, parce que nous souffrons du poids des mots. Je ne connais pas bien les jeunes vulnérables. Je connais les jeunes extrêmement courageux. Non, c'est pas une anecdote. Hein? Moi, j'ai changé ma pratique. Ça fait plus de 25 ans que je suis psychologue. Ma pratique a été transformée de fond en comble grâce aux jeunes que j'ai rencontrés et qui ne voulaient pas venir me rencontrer. Mais non, mais c'est important. C'est important de le dire, parce que j'aurais pu dire, parce qu'on l'entend encore, « Ah, ils ne sont pas motivés. Ah, ça ne les intéresse pas. Il faut attendre qu'ils le veulent. » Non, ils avaient peur. Savez-vous de quoi ils avaient peur? Du jugement. Oui, et que je ne les juge avant même de les connaître. C'est ça le problème avec la santé mentale dans notre société. Et moi, je n'avais pas envie de faire... C'est un deuxième métier. Hein, de dire, oh non, c'est pas vrai. Je fais un métier que personne ne veut voir. Tu sais. Personne ne veut voir des psychologues. Tout le monde a peur de voir des psychologues. Je n'ai pas envie de faire un métier dont les gens vont avoir peur. Alors, en travaillant au centre de jour, les jeunes, pensez-vous qu'ils venaient me voir? Non. Ben, ils m'oubliaient hein, dans les murs. La psy. On peut faire mieux, Axel. Oui, ben, il y en a qui voient Axel, il y en a qui viennent me voir. Axel, c'est mon collègue. On fait bonne équipe. Alors, les jeunes, ils veulent quoi? Ah, c'est les jeunes qui étaient le plus réticents à venir me voir qui m'ont le plus appris. Pourquoi? Ben, c'est parce que non-verbalement, dans leur attitude, ils m'indiquaient, ben, moi, je veux savoir à qui j'ai affaire parce que j'ai été blessé plus d'une fois. Est-ce que tu vas jouer dans ma tête? Est-ce que tu vas manipuler mes idées? Est-ce que tu vas m'implanter un diagnostic que tu ne m'expliqueras pas? Etc., etc., etc. L'enfer, quoi. Non, 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 non. J'aime ça. Je suis un peu fébrile. Je n'ai pas dormi beaucoup. J'arrive de l'extérieur de Montréal et j'étais dans le trafic affreux de Montréal. Alors, ça se peut que j'écoute les jeunes et à chaque fois, je suis émue profondément. Vous savez pourquoi? Ce qui m'a aidé le plus... j'ai écrit un texte, là, mais je vais essayer de me focusser. On parle de problèmes de santé mentale. Ça m'énerve. Il n'y a personne qui a envie d'être un paquet de problèmes, d'être perçu comme un paquet de problèmes. Pas seulement les jeunes, mais les personnes de mon âge. C'est différent de dire « Vos compétences à prendre soin de vous sont en souffrance. On va essayer de les stimuler. » Voyez-vous la différence? Alors, ce n'est pas seulement une transformation de service, c'est une transformation de langage profonde. Et pourquoi? Parce qu'il y a des mots qui font violence. Ça fait violence. Se faire énumérer. Moi, j'ai lu des rapports, là. Problème, 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 problème. Il est où le paragraphe où on nomme les atouts de cette personne-là? Voyez-vous? Ça fait violence. On a une société qui fait violence. Et va falloir le dire. Hein? Moi, je le dis. Là. Il y a des colloques à l'étranger, violence institutionnelle. Ici, on la reconnaît dans les corridors, mais on n'en parle pas. Alors, moi, je vais en parler. Alors, la reconnaissance qui m'a le plus aidé, moi, j'ai rencontré des jeunes, ils ne voulaient pas venir dans mon bureau. Finalement, ils finissaient par dire, si je m'assois, il ne faut pas que tu essaies de me convaincre de ne pas me suicider, parce que sinon, je ne rentre pas. Au palais. Eux, ils m'ont amené dans mes derniers retranchements. Et là, j'ai eu un grand blanc. Hey, aucun cours universitaire qui m'a préparé à ça. Là. Même pas mes stages. Ça a pris 4 ans avant que je leur demande s'ils avaient dormi et s'ils avaient mangé. Parce qu'on assume que les gens ont dormi et qu'ils ont mangé. Mais non, il y en a qui n'avaient pas dormi, il y en a qui n'avaient pas mangé.
Et je pouvais leur faire du tort en faisant un entretien d'une heure, essayer d'évaluer leur condition mentale si je ne leur demandais pas s'ils avaient mangé, s'ils avaient dormi. C'est une transformation totale. Et là, devant ces jeunes totalement désespérés, j'ai dit, OK, je n'essaierai pas de te convaincre, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'entretien si j'essaie de te convaincre. Tu me donnes l'heure juste. Les cartes sur table sont là. Aide-moi à comprendre comment tu en es arrivé là. J'ai besoin de comprendre. Aide-moi à comprendre. Tu as un savoir que je n'ai pas. Comment tu as fait pour traverser toutes ces séparations en centre jeunesse? Comment tu as fait? Où tu as puisé? Hey, comment tu as fait pour survivre à ça? Alors, c'est la reconnaissance de ma méconnaissance, du fait que, moi, je leur dis maintenant à tous les jeunes que je rencontre, je viens de travailler dans un cégep, là. Ce pas des jeunes en situation... Je leur dis, vous êtes le capitaine de votre bateau. Sérieux, je vous remercie de Moi, le reconnaître. Moi, j'ai un coffre d'outils, très humble. J'ai des outils. On va voir s'ils peuvent être utiles. Mais moi, sans le capitaine du bateau, je ne peux pas grand-chose. Je vais rester sur le quai. Voyez-vous? On va faire équipe. Donc, il faut transformer ce rapport expert-client-patient. C'est non. On est des partenaires, mais des vrais partenaires. Et on va le réévaluer à chaque rencontre. Parce qu'il y a des jeunes qui sont habitués d'avoir des experts devant eux, puis des gens qui les guident, puis ils s'assoient, puis ben, je dis non, moi j'ai besoin de vous, là. J'ai besoin de toi. S'il n'y a pas d'échange, moi je ne sers absolument à rien, malgré mes années d'expérience. Sans qu'on fasse équipe. Il faut créer une équipe. Qu'est-ce qui aiderait à ce qu'on fasse une équipe? Qu'est-ce qui, dans ma façon d'être, dans ma façon de te parler ou de ne pas te parler, est-ce que je peux ajuster des choses? Je n'ai pas appris ça dans mes stages à l'université. On venait voir le psy a une expertise, puis il est supposé savoir. On ne peut plus penser comme ça. Ça fait violence aux gens. On n'est plus dans les années 50. Et vous savez quoi, la santé mentale, on oublie encore, parce qu'on a réduit, on a un entêtement, mais un entêtement institutionnel et sociétal à réduire la santé mentale. La santé mentale, c'est multifactoriel. Vous l'avez nommé, c'est les facteurs économiques, les amis, les relations. C'est embêtant, hein, parce qu'il faut s'accorder du temps. Et là, on a réduit le temps qu'on accorde à la santé mentale. On a réduit le temps qu'on accorde aux entretiens. C'est une honte. Ça fait des années que je suis psychologue, et moi, j'ai vécu les années... Je suis née à la fin des années 50, ça vous dit à peu près mon âge. Et vous savez quoi? Il n'y a pas grand-chose de changé dans le fond. Dans le fond. Et je crains, moi, je suis une utopiste, mais je crains que si on ne prend pas les choses à bras-le-corps dans la formation des intervenants, que dire des parents? Je suis parent aussi. Ça fait violence, hein, de soupçonner les parents de ne pas avoir bien fait leur job. Les parents sont en détresse, il faut aider les parents, il faut reconnaître leurs compétences à aider leurs jeunes. Il faut tous travailler ensemble. Il y a plein de gens qui vont voir arriver un parent, puis oh, qu'est-ce que je fais? C'est un être humain. Regardez bien, je vais être très pragmatique pour finir. Recommandation, et ça devrait être inscrit dans nos principes. Vous savez, l'approche populationnelle, oui, mais ça implique quoi? On l'opérationnalise comment? Humilité, devoir d'humilité, curiosité, désir d'apprendre de l'autre. Quand les jeunes viennent me voir, voilà, attendez, je vais essayer de sortir les mots-clés que j'ai écrits. Annoncer ses couleurs, la diversité. On ne peut plus penser une pseudo-normalité sans tenir compte de la diversité des parcours, la diversité des identités, la diversité des orientations sexuelles. On est dans un autre monde que les années 50. Alors, on pense encore des fois comme la culture dominante qui décide que c'est quoi être normal. On oublie tous les siècles qui nous ont précédés, les cultures autochtones dont on n'a rien voulu apprendre et savoir, qui nous en apprendrait bien là-dessus? Il n'y en a pas juste une ou deux identités, mais il y en a plus que ça, puis ça fait des millénaires. Alors, il faut aussi tenir compte des connaissances, de l'ampleur des connaissances qu'on a. Des passerelles de communication entre les différents secteurs juridiques, éducation, santé,
Pourquoi c'est tout cloisonné? La spécialisation a été nécessaire, on a approfondi nos connaissances, mais là, il est temps de se reconnecter. Et reconnaître les droits des jeunes, il faudrait qu'on l'opérationnalise aussi, que ce ne soit pas juste de donner bonne conscience. Merci. Merci énormément, Diane Aubin. C'était très inspirant, puis je trouve que ça nous amène vraiment bien, en fait, au thème suivant, qui est celui du pouvoir d'agir, en fait. Donc, comment, en reconnaissant les individualités, mais surtout en reconnaissant les compétences, les savoirs de chaque individu, la diversité de ces savoirs-là, on pourrait travailler ensemble de manière plus riche. La personne qui va venir nous présenter le thème s'appelle Marcel Partouche Gutiérrez. Voyons. Je m'excuse, je viens de chier ton nom. Gutiérrez. Marcel est travailleuse sociale. C'est une artiste engagée également. Elle est diplômée de l'Université McGill en anthropologie et en éducation et poursuit actuellement son parcours scolaire dans le but d'améliorer les conditions de vie des communautés dites marginalisées. Marcel est également membre du conseil d'administration de Care Jeunesse, membre du comité des jeunes de l'EDGEP, organisatrice communautaire pour l'organisme Head and Hands. Elle est très impliquée. Tant par son travail de création, ça c'est vraiment un exercice de style de ma part, mais moi je considère que, tant par ton travail de création que par tes implications socio-communautaires, tu as su arriver à valoriser des voix à la fois courageuses, résilientes, qui passent à travers la transmission de différents types de savoirs, mais aussi à travers l'amour, la musique et la dignité. Donc, je vous laisse, Marcel, présenter le thème du développement du pouvoir d'agir. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur d'être ici avec vous. Je vais commencer par respirer consciemment. Je vais passer aux points qui sont essentiels, qu'on a tous travaillé ensemble, parce que tous ces points qu'on discute aujourd'hui, on les a travaillés ensemble. Et j'aimerais que ce soit souligné, parce que ça, c'est un pouvoir d'agir réel, authentique, et une citoyenneté qu'on ne performe pas, mais qu'on vit. Donc, le développement de pouvoir d'agir, du moment où le jeune est retiré de sa famille, on ressent un sentiment de perte d'identité, d'autonomie et de pouvoir sur notre vie. Il y a un besoin de se sentir entendu. Okay? On est mis sous silence trop de fois avec la honte et le stigma d'avoir fait partie d'un système ou d'une situation à risque. Dans la programmation, les services et les lois qu'on nous concerne, nous devons être centrés et notre pouvoir d'agir, de parler, de contribuer doit être présent. Ensuite, quand il est question de participation citoyenne, les jeunes qui sont vulnérabilisés sont souvent instrumentalisés. Donc, on va prendre la personne qui a l'histoire de succès. On va prendre la personne qui rentre dans la bonne case. On va prendre la personne qu'on pense qui va réussir parce qu'elle fait paraître notre photo avec assez de couleurs et avec tous les bons adjectifs et les qualificatifs qu'on aimerait avoir. Ça, c'est une des choses les plus insultantes qu'on puisse faire aux personnes marginalisées. C'est les personnes qui sont le plus au bas de notre société qui ont besoin d'être à l'avant. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le même langage. Si moi je dis yo G, donne un petit peu de cob aux communautés, là c'est important, là faut qu'on fasse ça. Je dis la même chose qu'il faut distribuer les ressources un peu mieux. T'sais? Et pourquoi est-ce que ce serait pas accepté? Pourquoi est-ce que ce serait pas accepté que je dise les choses en mon langage, à ma façon, avec mon cœur, sans nécessairement devoir utiliser les mots qui ont pris 10 ans à pouvoir comprendre ou 3 dictionnaires pour être en mesure d'assimiler. Dans cette optique-là d'instrumentalisation, il est essentiel de respecter le rythme, les besoins et les limites du jeune dans le développement du pouvoir d'agir et inciter une participation citoyenne qui va vraiment réellement être authentique et qui va être aussi différente et diverse. Il y a un problème de diversité, il y a un problème de représentation. Et la raison pour laquelle ce programme est là, il est très vicieux. Si vous ne nous donnez pas l'occasion d'être là, si j'ai aucune figure, aucun modèle qui me ressemble physiquement, idéologiquement, qui a un parcours de vie, je ne vais jamais pouvoir avancer et sortir du cycle vicieux de pauvreté, de criminalisation, etc., etc., etc. Donc... Il est vraiment réellement essentiel de ne pas coller notre définition de co-construction sur les jeunes, mais
co-construire avec nous. Même si les idéologies ne vont pas toujours s'aligner, il y a toujours un moyen d'entente, il y a toujours une façon de collaborer. L'espèce humaine travaille sur la collaboration. On a été en mesure d'être où est-ce qu'on est parce qu'on a collaboré et on peut le faire avec les jeunes et pour les jeunes, et moi je dirais qu'il faut le faire. Nous constatons que même lorsqu'il y a une volonté de représentativité, ce ne sont pas tous les types de jeunes qui ont accès à la participation et aux tribunes. Il est donc essentiel que les moyens soient mis en place pour permettre la pleine accessibilité. Je veux juste donner la notion de développement du pouvoir d'agir avec l'information de nos droits et l'éducation à l'attention des jeunes et des intervenants. Merci beaucoup. Merci, Marcel. Dans le fond, pour introduire notre prochaine invitée, je vais prendre un petit peu à contrepoint. L'envers de ce que Marcel donne, c'est que même moi, comme intervenant et comme gestionnaire, les moments les plus déchirants que j'ai vécus, c'est quand les jeunes me disent que pendant tant d'années, j'ai senti que je n'avais aucune prise sur ma vie. J'étais aliéné par rapport à moi-même. Donc, Jade Bourdage, je te passe la parole. Dans le fond, sont où les voies de passage, dans le fond, le cri du cœur de Marcel, puis ce constat-là de plein d'intervenants et de gestionnaires. Voilà. C'est simple comme question. Bien, c'est pas simple, mais on peut en parler en 5 minutes. On a des affiches ici, stop. Je pense que ce que je vais dire a beaucoup d'écho avec Marcel et aussi avec Diane. Parce qu'une des choses, je me présente Jade Bourdage, ça fait très longtemps que je connais Diane, entre autres, et le milieu communautaire. J'ai été intervenante, travailleuse de rue pendant longtemps auprès des mineurs au centre-ville de Montréal et maintenant je suis professeure à l'école de travail social. Je m'occupe de tout le volet jeunesse. Et une des choses que je remarque, notamment parce que le titre de la journée ou de la semaine, je ne sais pas trop, c'est mieux travailler ensemble. Il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que l'histoire de la jeunesse, et je me plais à le répéter souvent parce que je pense qu'il faut en tenir compte et il faut en prendre conscience, l'histoire de la jeunesse est écrite par des adultes de manière très dominante et majoritaire. Et je retiens des mots de Diane et je retiens des mots de Marcel. Elle dit on a l'impression qu'il faut voler un pouvoir, quelque chose. La question du pouvoir d'agir est une question éminemment politique. Et la question de la jeunesse est également une question éminemment politique. Comment on les nomme, les finalités qu'on leur prête, les intentions qu'on prête à la vie normale, tout ça, c'est nous qui produisons ça en tant qu'adultes. Et je me réjouis de la rencontre d'aujourd'hui. Je pense que c'est un pas extraordinaire parce qu'on n'aurait pas eu une rencontre comme celle-là il y a 10 ans. Et ce n'est pas seulement une simple rencontre. Il y a des jeunes qui font partie de comités d'anciens placés qui viennent de Paris. Je suis extrêmement touchée parce que s'il y a quelque chose de fondamental dans le pouvoir d'agir, c'est de relier par les situations. Ce n'est pas devenir un entrepreneur de soi. Hein? Le pouvoir d'agir, c'est d'être capable de relier, nommer des situations, nommer des problèmes. Et les jeunes commencent à peupler notre espace public. Et c'est une très bonne nouvelle. Je ne sais pas comment on va l'accueillir, ça. Je ne suis pas certaine qu'on est toujours prêt à l'accueillir parce que ce ne sont pas des interlocuteurs faciles. Ils ne disent jamais ce qu'on voudrait qu'ils disent. Hein? Donc, on a beaucoup à apprendre, et Diane nommait, on doit apprendre de ça et c'est extrêmement important. La raison pour laquelle je me réjouis aussi, c'est que Léo, un garçon qui est ici de Paris, disait qu'en ce moment même, il y a aussi une rencontre, je crois, à Budapest, avec tous les comités de jeunes qui ont été pris en charge par leurs États respectifs. Donc, il y a une mise en commun actuellement des expériences, des souffrances, de ce que les jeunes vivent pour nommer des problèmes. Il y a une mise en commun qui transcende la seule expérience qu'on a ici, maintenant. Et je pense qu'une des leçons des jeunes, c'est de faire de leur histoire personnelle une question politique, un peu comme les féministes nous l'ont fait aussi dans les années 50, de dire tout ça, là, tout ce qui nous arrive, là, c'est politique. C'est le fruit de décisions qui ont été prises sans eux, dans nos lois, dans nos programmes d'intervention. Et le continuum aussi, une chose que je remarque que je trouve absolument importante dans cette question du pouvoir d'agir, c'est ce que j'entends, qu'ils soient jeunes placés, jeunes itinérants,
communautés LGBTQ+, des communautés autochtones. Toute cette jeunesse-là a un vocabulaire en partage aujourd'hui. Et je crois que notre responsabilité, c'est de faire de la place pour que ces vocabulaires-là se rencontrent. Ce qu'ils sont en train de nous dire ne sont pas des expériences personnelles. C'est des expériences liées au choix de société que nous avons fait pour définir la jeunesse, le passage à la vie normale, le passage à la vie adulte. Ça implique des choses aussi quant à la fonction du chercheur, comment on travaille en voulant faire cette place-là et cet espace-là. Les jeunes parlent souvent d'une inquiétude ou du moins une sensibilité au fait qu'on pourrait instrumentaliser leur savoir expérientiel. Il y aurait plusieurs façons d'interpréter ça, mais moi, je pense qu'une des choses qu'ils sont en train de nous dire, c'est ne refaites pas l'histoire que vous avez déjà faite. Ne vous emparez pas de nos savoirs expérientiels pour légitimer vos pratiques d'intervention, vos pratiques de réhabilitation, de réadaptation. Donc ça, je pense que c'est un des points essentiels. Leurs aspirations ne nous appartiennent pas. C'est eux qui vont les nommer et c'est eux qui nous remettent en cause aujourd'hui. Merci. Tu le disais, tu le disais hier quand on en parlait, mais quand on parle de la question du pouvoir d'agir, en fait, l'objectif ultime de cette question-là, c'est qu'un jour, il n'y ait plus besoin d'avoir des adultes qui aident ou qui font au nom d'eux ou avec eux ou comment que. C'est de pouvoir, en fait, ultimement, ne plus avoir de fonction au niveau de l'accompagnement, puis que le véritable pouvoir d'agir, c'est-à-dire qu'il soit repris entièrement par et pour les personnes qui sont concernées par les enjeux. Puis ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Puis c'est une première étape aussi. Quand on parle de pouvoir d'agir, une chose que vous avez esquissée, mais peut-être pas appuyée, qui avait été aussi beaucoup soulevée, c'est la question des droits. La question de l'information aux droits, donc de connaître mes droits, mais aussi de savoir comment ces droits-là peuvent être défendus, comment l'accessibilité aux droits, en fait, peut être un outil, un levier au niveau du pouvoir d'agir, parce que ce qu'on constate quand on regarde là, à l'intérieur du système, c'est que c'est vraiment l'ensemble des droits qui devraient être reconnus actuellement aux jeunes placés, donc ce qui est écrit dans la loi là, de la protection de la jeunesse. Si on s'y attarde vraiment article par article, puis si c'était ça juste notre point de départ, aujourd'hui, dans le fond, il y a beaucoup de problématiques qui se régleraient d'elles-mêmes. Puis pour faire le lien avec la dernière thématique, longtemps, dans nos conversations, on a lié le point du pouvoir d'agir avec le développement, la préparation à la vie adulte, en fait, parce que, bien évidemment, c'est une étape importante de pouvoir avoir exercé ou développé son pouvoir d'agir. C'est une étape essentielle pour devenir un citoyen, une citoyenne à part entière. Et ça fait vraiment partie de la question du développement de l'autonomie. On a deux jeunes aujourd'hui qui vont nous présenter, en fait, la question de la préparation à la vie adulte sous un angle différent. Le premier s'appelle Kevin. Je vais vous le présenter. Par la suite, on va avoir une présentation de notre spécialiste invité. Et enfin, on va terminer avec Jay, que je vais revenir vous présenter, qui nous a préparé un texte qui va à la fois lancer les travaux de l'après-midi, mais un peu résumer de manière très éloquente l'ensemble des conversations qu'on vient d'avoir. Donc, la première personne qui va prendre la parole sur ce thème, c'est Kevin. Kevin, j'ai écrit une petite bio pour te présenter. Kevin est un artiste, membre du comité des jeunes de l'EGEP. Son parcours de placement a été marqué par de nombreuses fugues et une expérience d'itinérance qui a motivé, en fait, son implication sur les enjeux touchant à la transition à la vie adulte, dont le projet Grand frère, grande sœur qui a porté. Enfin aussi, également, en fait, sans vouloir parler pour ma paroisse, à travers le projet Porte-Voix, il a enregistré une chanson que vous pouvez aussi retrouver dans l'installation porte de sortie là, qui est accessible, dont on parlait tout à l'heure, la boîte, la chambre, l'isolement, comment qu'on veut l'appeler. Puis cette chanson-là, en fait, aborde les défis auxquels il a fait face à sa sortie. Puis je vous inviterai non seulement à aller écouter la pièce, mais à écouter ce qu'il a à nous dire sur le thème de la transition à la vie adulte. À toi, Kevin.
Alors, je tenais à dire que j'ai fait 11 ans de placement involontaire et que j'ai été prise en charge par la Cour jusqu'à la majorité sans avoir à dire un mot. Le fait d'avoir eu un soutien très proche durant mon placement et ensuite de tout perdre d'un coup, j'ai été déstabilisé à ma sortie. Je n'avais pas de famille à la base. Ma famille, c'était les gens du centre et d'un coup, je n'avais plus de lien au jour de mes 18 ans. Donc, à force d'être placé, j'ai perdu mon autonomie à cause qu'on était axé sur mes comportements et la sécurité. Il y a eu beaucoup de manque d'incompréhension. J'ai fait beaucoup de déplacements, beaucoup de fugues, car j'étais incompris. Mais à travers ça, j'ai compris que la rue m'a révélé des responsabilités et mieux cerner les gens. Et aussi, c'est pas parce que tu es jeune et que tu en apprends des plus vieux que c'est mauvais pour toi. C'est tout rajouté, mais ça m'est tout venu au courant de... C'est ça l'artiste. Exact. Une pris un peu plein. Comme je n'avais pas accès aux ressources afin de me préparer à la vie adulte, j'ai décidé de découvrir le terrain et les ressources accessibles pour moi par moi-même. Au lieu de se centrer sur la fugue et mon comportement, j'aurais aimé davantage d'être outillé et aider à la préparation de ma sortie. Avoir le privilège d'avoir accès à une école en dehors du site de où est-ce qu'il est le placement, c'est afin de créer des liens à long terme et de découvrir le monde extérieur. Je dirais que le projet Porte-Voix m'a beaucoup aidé. Moi, j'avais un rêve et c'était de devenir rappeur et d'exprimer tout ce que j'ai vécu. Puis grâce à ça, ben, ça m'a permis vraiment de me valoriser, d'apporter mon expérience et de me montrer qu'on n'a pas besoin forcément d'être diplômé pour d'être quelqu'un d'entendu. Je tenais à dire aussi que l'aspect de la stabilité fait partie d'un facteur qui mène à avoir une bonne prise en main. Je tenais à dire aussi que le chemin de la scolarité s'est arrêté à un stade pour moi, car mentalement, j'étais beaucoup chamboulé et qu'en apportant un changement au sein de la société, c'est ça, ça m'a appris à être une personne meilleure. Puis, pour finir sur une note plus positive, ça fait 3 ans que je travaille pour le projet Marc, une job de réinsertion sociale l'été. Il n'y a pas tant de personnes pour un travail, c'est des petits groupes, tu travailles avec des intervenants et ça te donne accès à un réseau. C'est valorisant et en même temps, j'ai un impact concret sur la société. On ne m'a jamais parlé de cet organisme en centre jeunesse. Il serait important que ce type de ressources soit partagé aux jeunes et rendu accessible. La musique m'a permis de m'évader davantage et j'ai toujours gardé foi de devenir rappeur. Et aujourd'hui, j'ai 20 ans, je suis toujours dans ma course à la transition à la vie adulte, mais malgré ça, malgré que j'ai manqué l'aspect paternel, maintenant j'ai une famille unie à qui me rattacher. Continuer de t'écouter, Kevin. Regarde, j'aimerais vous présenter maintenant Thomas Bazzarelli, qui est éducateur au Neptune. Mais je pense qu'il est un peu la preuve qu'on est aussi capable d'innover dans le réseau. Dans le Neptune, on repositionne l'accompagnement des jeunes complètement. Puis Thomas est également formateur au niveau de la participation des jeunes. On essaie de changer l'ensemble de notre programme. C'est un des morceaux importants. Puis aussi formateur au niveau du développement du pouvoir d'agir. Alors, peux-tu nous parler un peu de tes réflexions dans ce que ta pratique des dernières années t'inspire? Oui, bien sûr. Merci, Jean. Donc, en fait, ce que je propose, c'est qu'on parle plus de où est-ce que je travaille, puis peut-être que ça nourrira votre réflexion. Fait que je vais plus parler de mon expertise dans le sens que de ce que je fais, plus que parce que j'ai des connaissances particulières. Parce que
on en a tous, puis ça fait du bien d'entendre tout le monde en parler. Donc, je travaille au DAVA. Le DAVA, c'est le développement des apprentissages à la vie adulte. Donc, je pense qu'on est une piste de solution concrète. Il en existe facilement autant qu'il y a de monde ici dans la salle. Puis, de ce que je comprends, vu d'ici, c'est quand même beaucoup. Là. Donc, il y a de l'espoir là-dedans. Qu'est-ce que c'est le DAVA? En fait, c'est parti de ce qu'on appelle la co-construction. On a glissé un mot depuis le début. La co-construction d'un éducateur, Michel Robillard, avec des jeunes placés, oui, des jeunes qui étaient sortis aussi des centres jeunesse et, je ne sais pas si tout le monde m'entend, sortis des centres jeunesse et aussi des organismes communautaires, entre autres quelques auberges du cœur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là en sont venus à une conclusion unanime que les jeunes ne se sentaient pas assez bien préparés pour la vie adulte. Michel aime bien nous rappeler qu'il y a une vie après les centres jeunesse. Donc, l'équipe de Martin a mis en lumière qu'il y a beaucoup de déplacements avant les 18 ans, mais à la sortie des 18 ans, il peut y en avoir aussi. Quand on ne se sent pas très bien préparé ou qu'on ne l'est carrément pas, bien, qu'est-ce que ça peut entraîner? C'est beaucoup de déplacements, peut-être une perception d'échec, carrément des fois des échecs, puis il peut s'en suivre, il y a aussi le phénomène des portes tournantes. Et il peut s'en suivre aussi l'impuissance apprise. Donc, l'impuissance apprise, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers, grossièrement, là, c'est si quelqu'un essaie d'obtenir quelque chose puis qu'il met des efforts pour puis qu'il n'y arrive pas, bien, le niveau de motivation descend drastiquement puis peut même être complètement annihilé. Dans un cas comme celui-là, bien, cette impuissance-là, on a été sensibilisé à l'approche du développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Pour le dire, ne serait-ce qu'en une seule ligne, là, on souhaite que le jeune soit l'auteur de changements qui soient importants pour lui. Donc, c'est de cette manière-là qu'il peut peut-être développer la possibilité de s'affranchir plutôt que juste s'adapter aux problèmes qu'il a, puis de s'en délester. Ce qui est arrivé avec le DAVA, c'est que lors de cette construction-là, il y a quelques points qui sont ressortis. Parmi ceux-là, c'était que les jeunes souhaitaient une opportunité d'apprentissage quotidien. Donc, c'était de le vivre. Donc, c'est gentil, les préventions magistrales, c'est gentil, les ateliers qui sont bien ficelés, mais les jeunes cherchaient l'opportunité de le vivre, de le ressentir, de le pratiquer. De pratiquer quoi? Là, je vais vous souligner quelques... Il y a 3 thèmes, en fait. On va juste pouvoir les survoler, là, très rapidement, peut-être même juste les nommer, mais il y en existe certainement d'autres, des thèmes. Okay? On n'a pas été exhaustif là-dessus, puis ce n'était pas nos ambitions de toute manière. Le but, c'était de reconnaître l'expertise des jeunes qui, à ce moment-là, avaient soulevé ces 3 thèmes-là. Le premier, c'est la gestion du budget. La gestion du budget, il y a différentes manières d'accompagner quelqu'un par rapport à la gestion du budget. Que ce soit, au début, nous, les jeunes font leur propre épicerie, puis apprennent à faire leur propre nourriture. Donc déjà là, on touche aux aspects financiers, puis on peut aller jusqu'à une planification pendant plusieurs années à la sortie des centres jeunesse, dépendamment du rythme du jeune. On en a parlé tout à l'heure, c'est important de le respecter. Parmi les autres enjeux, la solitude, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, je pense que Kevin l'a magnifiquement bien illustré. Si tu as un projet d'autonomie, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as un réseau super richissime là, pour te soutenir dans la vie. Si en plus de ça, on te coupe les centres jeunesse arrivés aux 18 ans, bien, on exacerbe le sentiment de solitude. Donc, notre pari, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas travailler main dans la main avec les organismes communautaires dans l'espoir de pouvoir tisser des liens préalablement à ce que les jeunes nous quittent. Le dernier point, non le moindre, s'il y en a qui sont capables de le résumer en 23 secondes, libre à vous de le faire, la liberté. Quand on parle de ça, qu'est-ce qu'on sous-entend? Je vais essayer d'y aller un petit peu plus concrètement, même si c'est très réducteur. Tout ce qui est relié à l'autodétermination, donc gérer son temps, gérer son énergie. Quand on m'a appris soit à m'opposer ou à me conformer, bien, inévitablement, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est que quand je dois porter tout ça par moi-même puis choisir, la suite des choses, c'est que ça peut venir avec énormément d'angoisse. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour laisser plus de place décisionnelle à ce que les jeunes s'approprient leur vie? Le dernier point pour conclure, j'ai plus de temps, mais je voulais quand même en glisser un petit mot, c'est important. Ce qui a été un grand moteur pour le DAVA, puis on souhaite que ça continue, en espérant que de pouvoir en discuter cet après-midi, ça peut s'aider. C'est l'envie d'innover, l'envie d'essayer de changer les choses. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est que actuellement, on est en train d'essayer de mettre en place, d'avoir des projets d'appartements supervisés, donc à très court terme pour les jeunes qui veulent goûter cette expérience-là, et à plus moyen-long terme pour ceux qui veulent consolider leur apprentissage. On espère aussi avoir un centre de jour pour se rendre plus accessible, parce qu'on sait que c'est un défi aussi par rapport
la transition vers la vie adulte est accessible pour qui? Pour tout le monde. Les jeunes qui étaient placés et qui ne le sont plus, qui espéraient un peu d'accompagnement encore, les jeunes qui n'ont pas accès à nos services, parce qu'encore une fois, essayer de se rendre disponible pour eux, et bien sûr, les intervenants ou toute équipe qui pourrait être interpellée par ce qu'on a à proposer, puis qui ont envie de créer avec nous, de partager, d'échanger. Donc, je voulais vous laisser là-dessus. Merci pour votre temps. Pour rebondir, en fait, la question de l'innovation, je pense qu'elle est fondamentale. Hein? Comment qu'on peut réfléchir des nouvelles façons de faire, puis comment on peut également s'inspirer, en fait, du peu de modèles qu'il y a actuellement. Parce que si on observe, nous, on a travaillé à l'intérieur du CIUS, du Centre-Sud de l'île de Montréal, donc et à Laval. Donc, je ne peux pas parler pour le reste du territoire québécois. Mes connaissances sont assez limitées. Mais ce qu'on remarquait, c'est qu'il y avait quelques initiatives qui allaient vraiment dans le sens de ce que les jeunes parlent, mais que c'était souvent des initiatives qui étaient à la fois très, très peu accessibles ou pas beaucoup de lits, pas beaucoup de places, puis souvent avec des listes, en fait, de critères pour pouvoir y avoir accès qui étaient vraiment très longues. Puis on comprend pourquoi. Parce que les projets d'innovation, c'est des projets pilotes. Puis là, on se demande à l'intérieur du projet pilote quelle personne pourrait en bénéficier. Mais je pense de partir de ce qui a déjà été testé, qui sont vraiment des pistes de solutions inspirantes, puis pouvoir comment ça peut être rendu accessible à l'ensemble du réseau, puis comment, en fait, on va diminuer les obstacles à l'inclusion ou à l'accueil des jeunes à l'intérieur de ces nouvelles structures-là. Parce que c'est pas vrai que parce que tu n'as pas réglé tes problèmes de comportement puis que tu es encore en arrêt d'agir, que tu n'as pas besoin de te préparer pour la vie adulte. Puis quand on passe des années à focusser sur la gestion des comportements, bien, on arrive encore plus démunis à l'âge adulte. Puis ça, c'est vraiment ce que les jeunes ont dit à l'intérieur des projets. Puis ça se retrouve, en fait, dans l'ensemble de leur discours. J'aimerais, dans le fond, qu'on conclue le segment prise de parole par un artiste qui est vraiment super, en fait. Il travaille, il partage son vécu et ses émotions avec brio par l'écriture. Il était participant au projet Porte-Voix, co-créateur d'une œuvre en réalité virtuelle qui a été réalisée par Porte-Voix, dans le fond, au Centre jeunesse de Laval. Il nous a composé un texte aujourd'hui pour nous faire réfléchir à l'ensemble des enjeux qui ont été abordés. Puis je vais te laisser le micro ici. C'est correct? Ici? Cool. Donc, Jay. OK, je vous ai préparé un texte parce que c'est la meilleure façon que je m'exprime. Fait que je vais y aller. Excusez-moi. OK, bon. Hey, toi, toi qui lis ça en ce moment. Non, mais as-tu déjà pensé ou tu t'es juste dit, je vais faire comme tout le monde et laisser le temps arranger les choses? Si tu dors encore, c'est le temps de te réveiller, de t'ouvrir les yeux, de bouger pour que les choses bougent. C'est pas normal que le monde vire à l'envers. C'est pas normal qu'on nous cache des choses. C'est pas normal que le gouvernement enferme des jeunes pour leur sécurité. Dis-moi comment tu appelles ça? Un kidnapping, si on peut appeler ça comme ça, mais légal. En gros, tout ce que ça fait, c'est te détruire intérieurement puis te métamorphoser en une personne avec la haine puis la rancune en dedans, puis même un vide à combler. Donc ouais, c'est normal que la plupart des jeunes d'aujourd'hui sont l'opposé de comment ils se projetaient quand tu as vécu ou passé par les centres de jeunesse. Ils disent vouloir aider, mais ça fait le contraire. Puis ça va te suivre, ça laisse des douleurs, des cicatrices que personne ne pourra réparer. T'apprends juste à t'habituer. Bref, puis je dis pas ça pour être contre ces gens-là. J'essaie juste de montrer que la vérité, c'est qu'il y a plein de jeunes qui finissent dans la rue, ou même par ne plus croire en rien, ou encore ne plus savoir quel chemin emprunter, ne plus faire confiance après être passé par là. Est-ce normal? On nous dit tellement de choses qu'elles finissent par entrer dans notre cerveau, mais au final, est-ce vraiment ça qu'on veut? Ou subtilement, on essaie de jouer la game, on dit rien et on fait ce qu'ils nous demandent. Si tu m'en là-bas, on oublie qui nous sommes vraiment, parce qu'en fait, ils ont fait de nous des soldats à toujours se faire mettre en chambre si on ne respecte pas leur mode de vie. C'est normal, tu crois qu'on soit puni au lieu d'être aidé. C'est normal, tu crois que certaines personnes y passent toute leur vie, de l'enfant jusqu'à la majorité, et qu'ils en sortent troublés. Ils prennent possession de ta vie, ils détruisent tout ce qui rend heureux les gens, jusqu'à des liens de sang. Ils détruisent des vies sans même s'en rendre compte. Ils détruisent des perceptions des gens. Ils enlèvent des enfants de leurs parents, puis ça, c'est pas puni. Dis-moi, tu trouves ça normal, toi? Moi, je trouve pas.
Il y en a beaucoup qui n'auraient pas dû être dans une place comme celle-là. Je dis juste que le système est mal fait, puis c'est pas juste dans les centres, c'est dans la société au complet, puis c'est vrai, quand on y pense, on se fait contrôler par des bouts de papier qui servent à notre survie. On donne du pouvoir aux riches pour que les pauvres subissent. On envoie des jeunes à l'école sans même se soucier de ce qu'ils aiment, et on se préoccupe plus des notes que de leur santé. Parce qu'encore là, il faut qu'on ramasse des bouts de papier pour vivre. C'est la base de ce qu'ils nous disent qu'on a besoin pour être heureux. Mais quand tu y penses, les pauvres en Afrique sont les plus heureux avec un rien, ils créent leur bonheur. Je dis juste que si tu te plains que le système est de la merde, mais que tu fais rien pour que ça change, ça a bien plus d'impact que ce qu'on peut penser. Mais les gens aiment mieux se fermer les yeux, ça leur évite de se blesser. C'est une sorte de carapace. Ils sont pas prêts à voir les choses telles qu'elles sont parce que ça ferait trop mal, parce qu'on pourrait rien faire. Ils nous feraient passer pour des fous car ils savent la vérité mais ne le dévoilent pas. Ils laissent le monde s'autodétruire jusqu'à s'en rendre malade. Même qu'il y en a qui s'enlèvent la vie, donc ils préfèrent ne rien dire. Ils ont peur et ils se disent qu'on n'est rien comparé à eux. C'est peut-être ça qu'ils se disent, ouais, mais oublie pas qu'il vaut mieux être acteur que spectateur. C'est maintenant qu'on doit arrêter de laisser la vie tourner comme un film sans être à l'intérieur. Sinon, qui le fera? On doit juste avoir espoir et garder confiance en nous, parce qu'il n'y a rien qui changera si on regarde la vie se défiler. Faisons de quoi pour que ça change avant qu'ils détruisent d'autres personnes. Faisons-le pour eux, parce que les gens sont tannés, mais qu'ils n'en parlent pas car ils n'osent pas. Parce qu'on peut se réveiller maintenant puis en faire de quoi ensemble, parce qu'on est tous des humains et qu'on mérite d'être heureux. Pour finir, sache que tout se peut si tu en as la volonté et la détermination, et surtout que personne ne peut t'enlever ce qui est en dedans de toi. Tu es né pour aider ton prochain, alors ne commence surtout pas demain. C'est tout. Thank you.